La bioéthique, et le Forum essaye de travailler sur cette question depuis plusieurs années maintenant, la bioéthique vous appartient. Les questions de bioéthique ne sont pas des questions qui doivent rester enclavées ni à l'hôpital, ni sur les sièges des sénateurs ou des députés. La bioéthique est une question qui touche tout le monde, quel que soit l'âge, quelles que soient les ressources, quelle que soit la culture. Et donc l'objectif d'une session de 30 minutes qu'on appelle à propos d'un cas ou cas de conscience, c'est de vous permettre de vous immerger dans des situations qui sont quotidiennes ou exceptionnelles et qui arrivent quotidiennement dans les services hospitaliers, quels que soient les services, où la question de la bioéthique se pose de manière très aiguë, parfois dans un contexte dramatique. L'objectif de ce cas de conscience n'est pas de parler uniquement des cas où on est dans des situations de choix dramatiques à faire, mais des fois dramatiques, des fois des cas de conscience plus légers. Donc tous les jours, nous allons vous proposer une session où on va vous présenter un cas de conscience. Il y aura environ 10 à 15 minutes de présentation et 15 minutes où on va recueillir aussi vos émotions et les questions que cela suscite chez vous. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Ariane Zalozic, qui est maître de conférences des universités et praticien hospitalier dans un service de néphropédiatrie au CHU de Strasbourg. Merci, bonjour à tous. Pour rester dans la thématique produire ou se reproduire, je vais vous parler de 2 enfants suivis dès la naissance pour des problèmes rénaux sévères. Il s'agit d'enfants pour lesquels la reproduction ne s'est pas déroulée comme prévu puisque l'enfant naît avec une défaillance d'organes. Se pose alors la question de produire en quelque sorte la fonction rénale par une dialyse et de permettre la survie de l'enfant. On va discuter des questions éthiques que soulève la dialyse du nouveau-né. Afin de mieux comprendre l'enjeu que représente la maladie rénale chez le nouveau-né, je vais vous parler déjà de ce qu'est l'insuffisance rénale chronique. Les reins sont un organe vital, au même titre que le cœur ou les poumons. En cas d'insuffisance rénale dite terminale, la survie n'est pas possible sans traitement de suppléance, soit par dialyse, soit par transplantation. Les reins ont en effet un rôle d'épuration des déchets protidiques de l'alimentation, de maintien hydrique, c'est-à-dire d'élimination de l'excès d'eau, et d'équilibre des minéraux. L'insuffisance terminale reste très rare chez l'enfant en France. On compte 100 nouveaux cas par an et en Alsace, on a environ 5 à 10 nouveaux cas par an d'enfants qui arrivent au stade où ils requièrent une dialyse ou une transplantation. Pour vous comparer, on a environ 100 cas d'enfants en Alsace qui ont un cancer par an. Donc c'est vraiment très rare et chez le nouveau-né, c'est absolument exceptionnel. La dialyse et la transplantation se sont développées depuis les années 75-90 chez l'enfant. Auparavant, l'enfant qui avait une insuffisance rénale terminale décédait de sa maladie rénale chronique. Au début de la période où on a commencé à dialyser et transplanter les enfants, se posait la question de savoir s'il était éthique de le faire, puisque les enfants allaient avoir de nombreuses comorbidités, donc d'autres handicaps, notamment un retard de croissance, parfois des retards de développement et des maladies cardiovasculaires. De très nombreux progrès ont été faits dans le domaine de la maladie rénale, de la dialyse et de la transplantation. Et aujourd'hui, on ne se questionne plus. Il serait absolument non éthique de ne pas prendre en charge des enfants d'âge pédiatrique en programme de dialyse-transplantation lorsqu'ils arrivent en maladie rénale chronique. Pour les nouveau-nés, l'enjeu est différent. La dialyse pédiatrique a commencé à la naissance à partir des années 2000. À Strasbourg, on a commencé en 1996, puisque le professeur Fischbach, qui est ici, était pionnier en matière de dialyse pédiatrique. On est donc arrivé à l'ère où on peut dialyser les enfants dès la naissance, mais malheureusement, on n'a pas répondu à la question suivante, qui est celle de savoir, est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire? Et pourquoi se pose-t-on cette question? C'est parce que souvent, les enfants qui naissent avec une insuffisance rénale sont porteurs d'autres maladies, d'autres handicaps. Alors, chez le nouveau-né ou le nourrisson en insuffisance rénale terminale, une seule technique de suppléance est possible, c'est la dialyse péritonéale. Cela consiste en la pose d'un cathéter de manière chirurgicale permanente dans l'abdomen de l'enfant. Grâce à ce cathéter, on va pouvoir instiller un liquide appelé le dialysa dans l'abdomen de l'enfant. La membrane qui entoure l'intestin, qui s'appelle le péritoine, va agir comme un filtre et le liquide va pouvoir se charger en fait des déchets
du corps de l'enfant et cela va permettre de nettoyer le sang de l'enfant et permettre la survie de l'enfant. On va répéter ces cycles d'entrée et de sortie de liquide tout au long de la nuit par 20-30 minutes chez le bébé et cela va permettre de nettoyer son sang et c'est fait automatiquement à partir d'une machine qui s'appelle le cycleur par les parents à domicile. Les parents ont d'abord été formés à l'utilisation de cette machine pendant plusieurs semaines à l'hôpital. La dialyse péritonéale ne reproduit que 5% de la fonction du rein. Donc même en dialyse, on reste insuffisant rénal et on a besoin de médicaments pour survivre, d'un régime très restrictif, parfois d'un soutien alimentaire, surtout chez les nourrissons qui a des difficultés à s'alimenter quand il a ce liquide dans le ventre et tous ces médicaments. On a besoin de bilans régulés. La dialyse peut elle-même se compliquer de manière chirurgicale ou mécanique et tous ces soins vont être faits de manière assez longue puisqu'on doit conduire l'enfant jusqu'à un poids suffisant pour qu'il puisse recevoir une transplantation. Selon les équipes, ça peut être de 8 à 15 kilos. Donc en général, vers 2 ans, on peut commencer à penser à la transplantation. Pour la transplantation, on peut soit avoir le rein d'un donneur décédé, soit un des parents peut donner son rein à son enfant. Et souvent, cette transplantation est vécue comme une seconde naissance pour ces enfants. En cas d'insuffisance rénale chronique, il n'y a pas de guérison. On va vivre, mais toujours avec un soutien médical. Même en cas de transplantation, les patients ont besoin de médicaments immunosuppresseurs, donc qui leur permettent de ne pas rejeter leur greffe. Si la greffe fonctionne bien, sans rejet, elle durera environ 15 ans. C'est-à-dire que l'on sait quand on commence une dialyse chez un nouveau-né, que l'enfant va avoir toute sa vie des périodes de dialyse et de transplantation et plus d'une transplantation dans sa vie. Donc voici les 2 cas éthiques dont je souhaitais vous parler. Il s'agit de l'histoire de 2 bébés et de 2 familles. La première famille, c'est une maman qui va consulter pour sa 2e échographie morphologique en anténatale. Et lors de cette échographie, on lui annonce que son 3e enfant dont elle est enceinte a de petits reins. C'est ce qu'on appelle une hypoplasie rénale. Et on pense que ces reins sont vraiment très petits et que le bébé à venir aura une maladie rénale chronique. Donc comme c'est la coutume dans ce genre de situation, on rencontre les parents avant la naissance avec le réanimateur et on explique un petit peu les enjeux d'une telle naissance. Donc si le bébé a une maladie rénale qui commence avant la naissance, que le rein est tellement malade, le liquide amniotique qui est produit par les reins ne pourra pas être sécrété en quantité suffisante et le bébé ne pourra pas développer ses poumons puisqu'on a besoin de liquide amniotique pour développer ses poumons. Alors l'enfant, s'il naît et qui n'a pas pu développer ses poumons, ne pourra pas respirer et toute ventilation ne pourra pas aider cet enfant puisque les poumons sont trop petits. Si les reins sont un petit peu moins malades, le liquide amniotique aura été en quantité suffisante et se posera alors la question de savoir si l'enfant a besoin d'une dialyse immédiate ou non. On est en fait assez mauvais pour prédire si les reins vont avoir une fonction pendant quelques années ou si l'enfant aura besoin d'une insuffisance rénale dès la naissance. Il y a des marqueurs, mais ils ne sont pas très spécifiques. Donc si l'enfant a besoin d'une dialyse immédiatement, c'est la discussion souvent qu'on aborde aussi avec les parents avant la naissance. Dans cette famille, clairement, les parents avaient émis le souhait, le cas échéant, de commencer une dialyse si le bébé survivait. Malheureusement, pour cette famille, la grossesse est encore compliquée et la maman a accouché dans un contexte infectieux prématurément d'un bébé à 32 semaines. Le bébé va respirer mais aura des difficultés d'adaptation et aura notamment une hémorragie cérébrale et une leucomalacie périventriculaire, c'est-à-dire des lésions neurologiques de la substance blanche qui sont généralement irréversibles et qui annoncent un handicap neurologique sévère. En plus, on se retrouve dans la situation où ce bébé ne va pas du tout avoir d'urine, donc l'insuffisance rénale terminale dès la naissance, et se pose la question de dialyser. Donc dans ce cas-là, en équipe et avec les parents, on a décidé de ne pas faire de prise en charge en dialyse de ce nouveau-né, et on est passé dans une démarche palliative. Le nouveau-né est décédé après quelques jours de vie. Le deuxième cas clinique, c'est une histoire similaire. Il s'agit d'une maman qui est enceinte de 35 semaines d'aménorrhée. Il s'agit cette fois de son premier bébé.
tout se passe bien pendant la grossesse. Malheureusement, elle a un accident de voiture à 35 semaines d'aménorrhée. Elle va avoir un traumatisme abdominal et un hématome rétroplacentaire. Le bébé va alors naître en catastrophe prématurément et avoir une défaillance de beaucoup d'organes puisque le sang ne sera pas arrivé correctement au bébé pendant les quelques heures avant sa naissance. Les reins sont particulièrement fragiles puisqu'ils sont immatures à cette période de la vie et le bébé va être en insuffisance rénale dont on ne sait absolument pas si elle est réversible ou non et on ne connaît pas non plus l'étendue des dégâts des autres organes. Dans ce cas-là, dans le doute a en quelque sorte bénéficié à la petite fille, on a commencé la dialyse et cette petite fille a été dialysée les premiers mois de sa vie. Puis, grâce à la maturation de sa fonction rénale et à une récupération partielle de sa fonction rénale, elle a pu être sevrée de la dialyse. Elle est restée insuffisante rénale, mais elle a pu vivre sans dialyse jusqu'à son adolescence. Et à l'adolescence, elle a été transplantée de manière préemptive, c'est-à-dire avant même de retourner en dialyse. Et la transplantation s'est bien passée. Aujourd'hui, elle a une scolarité normale et elle vit bien. Donc, ces deux situations cliniques sont à première vue similaires, si ce n'est la quasi-certitude d'un handicap neurologique sévère dans le premier cas, avec pour ces deux enfants une insuffisance rénale, une prématurité, et pourtant l'attitude thérapeutique et l'issue ont été radicalement différentes, puisque dans un premier cas, on a fait une prise en charge palliative, et dans un second cas, on a eu un traitement par des soins actifs. Quelles sont les considérations médicales et humaines qui ont conduit à l'une ou à l'autre des décisions? Est-ce que les principes éthiques peuvent nous aider à savoir comment agir et distinguer ce qui est bien pour ces patients et ce qui ne l'est pas? Évidemment, les réponses ne sont pas aussi simples. Il y a autant de situations que des réponses adaptées dans ces cas de soins lourds. Il n'existe d'ailleurs pas de réel consensus en France et en Europe sur la prise en charge systématique de ces enfants en dialyse. En d'autres termes, la question éthique quant à démarrer une dialyse à la naissance est celle de savoir si on est dans une situation d'un acharnement thérapeutique ou d'une obstination déraisonnable ou dans celui d'une prise en charge exceptionnelle. Que répondent les praticiens néphropédiatres en 2017 en Europe? Seuls 30% des praticiens commenceraient systématiquement, quel que soit l'état des autres handicaps de l'enfant, une dialyse à un nouveau-né de moins d'un mois. Par contre, entre 1 mois et 12 mois, 50% commenceraient quel que soit l'état des autres maladies. En cas d'atteinte neurologique, la plupart des praticiens ne commenceraient pas la dialyse. La Société française de néonatologie considère que pour savoir si un soin est raisonnable ou déraisonnable, il faut considérer la future qualité de vie de l'enfant et donc son propre intérêt. Et dans cette notion, on a évidemment la qualité de vie de l'enfant à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital. C'est ce qui explique en grande partie le dilemme pour ces enfants. On a du mal à savoir si l'atteinte est seulement rénale ou aussi extra-rénale, puisque quasiment la moitié des enfants ont un handicap en plus de l'atteinte rénale. Par contre, si ces enfants ont une atteinte seulement rénale, on sait que leur survie en dialyse et en transplantation est absolument excellente, même un peu meilleure que les enfants un peu plus grands. De plus, ces enfants ont une capacité de maturation rénale et certains vont pouvoir récupérer un petit peu de fonction rénale dans les premiers mois de vie. Donc, la deuxième question éthique est pourquoi se pose-t-on tant de questions à la naissance alors que quand un enfant a 3 ans, on s'en pose moins, on commence à dialyser et à transplantation? C'est certainement dû à plusieurs phénomènes. Il y a une période d'incertitude pour la famille et le clinicien. La première incertitude, quand on a annoncé une maladie rénale avant la naissance, c'est celle de savoir tout simplement si l'enfant va respirer. S'il respire, est-ce que l'enfant a besoin d'une dialyse immédiatement ou pas? L'incertitude aussi quand l'enfant a comme ça un choc par rapport aux autres atteintes extra-rénales. Donc que faire? Cette incertitude ne doit cependant pas nous mener à un retard de prise en charge, puisque quand l'enfant a besoin d'une dialyse, si on ne le dialyse pas, les déchets vont s'accumuler et endommager le cerveau. Donc on a en quelque sorte une marge de manœuvre assez réduite et il faut aller rapidement à prendre une décision et commencer les soins si le bébé en a besoin. Il y a aussi certainement une incertitude puisque c'est des situations qui restent exceptionnelles et il faut être un centre spécialisé pour être apte à prendre en charge ces enfants et chaque cas demande réflexion. De plus, la période néonatale fait souvent écho aux discussions anténatales de savoir
s'il fallait ou non poursuivre la grossesse. Mais attention, la situation est différente. Avant la naissance, en droit français, le fœtus n'est pas une personne juridique et il n'est titulaire d'aucun droit. Il fait partie du corps de sa mère et c'est elle qui demande ou ne demande pas l'interruption de grossesse en cas de pathologie fœtale. Dès lors que l'enfant est né, il est lui-même titulaire de droit et notamment du droit de vivre. Comment décider donc et qui doit décider face à ces situations? Les guides thérapeutiques de la Société européenne de dialyse pédiatrique proposent de prendre en compte, avant de mettre en dialyse, les comorbidités, c'est-à-dire les autres handicaps de l'enfant, la future qualité de vie de l'enfant, la possibilité de transplantation dans le pays, les ressources économiques locales et familiales, et il est aussi recommandé de trouver un accord avec les parents. Mais malgré ces recommandations, il reste difficile de savoir ce qu'il faut faire. On peut se placer de 3 points de vue. On peut se placer du point de vue du malade, c'est ici le nouveau-né, qui va avoir un handicap à vie. Un handicap, certes, dans une société où un handicap est difficile à vivre, mais une possibilité de vie jusqu'à l'âge adulte et de transplantation. Et quand on interroge les enfants plus grands par des questionnaires de qualité de vie, on se rend compte que la vie en dialyse ou en transplantation, il y a une altération, certes, de la qualité de vie, mais qu'elle est moindre que dans d'autres maladies. On peut se placer du point de vue de la famille. Pour la famille, la dialyse, c'est un investissement complet. C'est les parents qui font les soins. Il y aura un impact sur la vie sociale, sur la vie familiale, sur la fratrie, puisque les parents sont très occupés par l'enfant malade, un impact sur la vie professionnelle aussi. Il faut un relais familial, un relais social, un soutien pour ces familles. Et parfois, à l'excès d'enthousiasme fait suite à un véritable épuisement pour ces familles. Il faut être capable de l'entendre. On a eu aussi des situations dramatiques où finalement les parents n'ont pas réussi à prendre en charge ces enfants malades et où les enfants ont grandi à l'hôpital. Le dernier point de vue, c'est celui du médecin ou du soignant qui prend en charge cet enfant. Comme vous l'aurez compris, c'est une véritable tension éthique pour nous, qui peut se résumer entre 2 attitudes. D'un côté, primum non nocere, ne pas nuire aux patients, ne pas proposer conformément à la loi de soins disproportionnés ou faire preuve d'une obstination déraisonnable en cas de polyhandicap. Et de notre côté, on a une obligation morale de ne pas faire de perte de chance à notre patient, de mettre en route une prise en charge rapide et efficace si besoin. Pour conclure, en cas d'atteinte rénale isolée à la naissance, la prise en charge en dialyse est possible avec toute cette réflexion, avec les parents qui doivent venir avec nous dans cette aventure, qui doivent être prêts à cette prise en charge, avec des centres spécialisés qui doivent être un recours pour ces familles et aussi qui doivent comporter de nombreux acteurs pour permettre une prise en charge la plus complète des familles. Si on choisit de dialyser ces enfants et qui n'ont pas d'autres handicaps, leur survie est finalement très bonne, aussi bonne que celle des autres enfants. Donc on peut s'interroger sur la possibilité de le faire, et on peut le faire grâce au soutien des centres spécialisés. Mais chaque situation est différente et demande une discussion en équipe. On ne peut pas décider tout seul de si on doit, oui ou non, dialyser un enfant dès la naissance, au vu de l'investissement et du poids d'une telle prise en charge. Je vous remercie de votre attention. Et place aux questions. Merci Ariane. Alors, quand on voit ces situations, on se dit que ces situations sont proprement parlé insolubles. Quand on rajoute à ça l'incertitude quant à l'évolution qu'on ne peut pas prévoir, la souffrance et l'urgence du geste à proposer, on se demande bien comment vous arrivez à finalement tomber sur un accord avec les parents, avec l'équipe. Et alors, je vais laisser la parole au public. Si vous avez des questions sur ce type de prise en charge, la parole est à vous. Vous lever et vous présenter. Bonjour. Je n'ai pas, enfin je sais pas, j'ai peut-être pas bien écouté. Dans le premier cas, j'ai pas compris si la décision de se limiter aux soins palliatifs a été purement prise par l'équipe médicale ou en concertation avec les parents. Et si les parents avaient pas été d'accord avec ça, qu'est-ce qui serait passé? Bon, alors c'est une question très intéressante et
Ça marche encore, oui. C'est une question intéressante et c'est souvent difficile d'y répondre. En général, quand on est dans ces situations, on se réunit à plusieurs membres. Donc déjà, le personnel soignant de l'enfant. Donc souvent, ces enfants sont en réanimation néonatale. Donc on se réunit entre réanimateurs, néphropédiatres, l'infirmière qui s'occupe de l'enfant. Et on discute déjà entre nous de savoir si on est dans un acharnement thérapeutique ou si on est dans un soin exceptionnel. Parce que si l'enfant va avoir un polyhandicap, on n'ira pas forcément proposer la dialyse à la famille puisqu'on trouve nous-mêmes que c'est des situations qui sont trop lourdes. Après, dans les situations sans handicap neurologique, clairement la question se pose et si les parents adhèrent au projet et souhaitent la dialyse, alors en général on ira avec eux vers le projet de dialyse. Mais c'est toujours très difficile. On dit dans le cas, normalement c'est le patient qui doit être celui qui est concerné par le bénéfice, par l'intérêt, c'est nous, on soigne le patient. Mais dans le cas de la dialyse, on est dans une situation compliquée puisque c'est les parents qui vont être les soignants de l'enfant à domicile. En réanimation néonatale, on a en quelque sorte 3 situations. On a les situations où on sait que si on met en route des soins lourds, ça va être bénéfique pour l'enfant et même si les parents ne sont pas d'accord, on va le faire. On a la situation où les soins sont clairement inutiles et même si les parents poussent, on ne le fera pas. Et on a le cas intermédiaire, la dialyse, où finalement le bénéfice est un peu intermédiaire, où finalement on prend en compte la vie des parents, mais ça reste les médecins et l'équipe qui va décider au final. Et c'est trop difficile de demander à des parents de décider in fine pour cet enfant. Mais on prend clairement, on essaye d'avoir leur accord dans cette situation. Comme je n'observe pas d'autres questions, je me permettrai la dernière question peut-être. Comment est-ce que vous gérez en équipe les questions des parents qui doivent être souvent du ressort de l'incertitude aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait que dans 5 ans, dans 10 ans, on n'aura pas un rein artificiel ou une solution qui pourra permettre à la situation qui paraît insurmontable pour le moment d'être surmontée dans un deuxième temps? C'est tout à fait sûr qu'il y a 30 ans, quand on parlait de dialyse et de transplantation chez l'enfant, aujourd'hui, et cette question n'est plus du tout questionnable, on s'interrogeait sur l'éthique de prendre en charge ces enfants puisqu'ils restaient petits, puisqu'ils avaient une mortalité cardiovasculaire. Les progrès sont faits tous les jours, donc peut-être dans 10 ans, on n'aura plus du tout le même positionnement. Après, la question de la dialyse à la naissance, elle touche à une incertitude qui est quasiment inhérente à la fragilité de ces bébés prématurés qui sont très fragiles sur le plan du développement cérébral. Et il restera toujours l'incertitude de savoir le devenir neurologique de ces enfants. Cette question-là, à 3-4 mois, on ne se la pose plus, on voit bien si un enfant se développe ou pas. À la naissance, il y a une plasticité cérébrale qui fait que certains bébés qui ont des lésions neurologiques peuvent quand même se développer. Et d'un autre côté, il est très difficile d'évaluer le degré de handicap à venir. Donc je pense que ça restera toujours difficile. Merci beaucoup, Ariane Zalozic, d'avoir partagé avec nous ces questionnements. Et je convie l'ensemble du public à rester sur vos sièges puisque la suite des débats continue.